Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présents en nombre pour cette table ronde où on va beaucoup parler de data. C'est un sujet qui est très à la mode depuis plusieurs années. On va essayer de dégrossir un peu tout ce qui se passe autour de la data parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'évolutions juridiques, techniques, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un aperçu un peu de ce qui se passe et comment certaines marques, comment certains annonceurs, quelque part, dépassent un peu ces contraintes et exploitent la data de manière hyper efficace, hyper puissante. Donc c'est une vraie joie d'accueillir trois panélistes aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter et c'est avec eux qu'on va donc échanger autour de la data. Nathalie. Bonjour à tous. Donc je suis Nathalie Varenne-Meyer. Je suis en charge de la marque Françoise Saget, linge de maison, leader français en linge de maison, au sein du groupe Rosa. Le groupe Rosa contient trois marques. Il y a donc Françoise Saget, Linvauge et Envie de Fraise, qui est un pure player et qui commercialise des vêtements pour femmes enceintes. Et donc au sein de ce groupe Rosa, j'ai en charge la marque Françoise Saget, mais aussi la RSE au niveau du groupe. Voilà. Et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, mon nom est Johan Binquet, donc je travaille pour le groupe Michelin. Je suis plus particulièrement en charge de toutes les questions autour de la data stratégie pour une nouvelle mobilité autour de tout ce qui peut être connecté et également la création des nouveaux business models, notamment sur les nouveaux pure players que Michelin a pu acquérir récemment. Et j'interviens sur l'ensemble du groupe sur ces problématiques-là et je serais ravi de partager avec vous un certain nombre de questions là-dessus. Bonjour, je suis Laurent Evin et moi je suis directeur marketing et digital d'un ensemble de nouvelles marques qui sont au sein du groupe ID Kids. Le groupe ID Kids, c'est OKID et la particularité, c'est que ces marques sont renaissantes et relancées sous un format pure player. Très bien. Alors, je ne me suis pas présenté de mon côté. Donc, Yann Cléissen, moi j'ai un long parcours dans la data puisque j'étais chez ETO, qui a été revendu à Publicis ETO et qui est devenu Epsilon France. Et j'ai co-dirigé Epsilon France pendant quelques années. Et aujourd'hui, je travaille chez Sparkling Partners, qui est un startup studio. Alors moi, j'ai rien à vendre. Un startup studio, on crée des boîtes, on crée des startups. On a créé une vingtaine de sociétés qui, évidemment, exploitent pour la plupart énormément la data. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de dépasser peut-être un petit peu certains termes qui peuvent faire peur, hein, GDPR, no cookies, etc. Et de montrer qu'avec la data, aujourd'hui, malgré tout ça, malgré ces contextes, malgré ces contraintes, il y a des tas d'opportunités pour utiliser la data de manière innovante et intéressante. Alors j'ai préparé quand même quelques petits slides. Pour rappel, les bénéfices dans les métiers du marketing et de la communication de la data, ils sont multiples, mais on peut les regrouper en 5 parties. Le premier, c'est la connaissance client. Évidemment, la data permet d'avoir une connaissance de ses clients, de ses contacts, de ses prospects absolument exceptionnels. On en parlera tout à l'heure. Le ciblage, la data, ça permet évidemment d'optimiser le ciblage. C'est des choses que faisaient les VPCistes, on y reviendra, il y a déjà 20-30 ans. Quelque part, avec le digital, avec la programmatique, eh bien, ça a permis d'avoir de la publicité ciblée. Aujourd'hui, ça redevient un petit peu compliqué. On va voir comment certains annonceurs s'en sortent par rapport à tout ça. La data, ça permet aussi évidemment de personnaliser le parcours, les messages, et de l'ensemble du parcours client, jusqu'au lead, jusqu'à la transformation. Ça permet d'optimiser également le pilotage, d'avoir les bonnes données, de savoir ce qui marche pas, de pouvoir prioriser, de pouvoir recadrer, de pouvoir optimiser sans cesse son marketing. Donc on est vraiment dans un marketing live qui est basé sur la data. Et le dernier point, on en parle un petit peu moins, on va finir peut-être un peu là-dessus aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de l'innovation servicielle. Parce que les data, eh bien, c'est des tas d'informations sur vous, sur les consommateurs, sur les clients, mais aussi sur l'état de la route, sur la météo. Enfin, il y a des tas de données comme ça qui circulent. Et avec l'IoT, les objets connectés, ça va encore se multiplier. Et à partir de toutes ces datas, on va voir qu'on peut imaginer des choses, on peut imaginer des nouveaux services qui peuvent éventuellement adresser certaines attentes ou certains freins de vos consommateurs ou de vos cibles. Donc ça, c'est sur les bénéfices de la data. Donc c'est évidemment formidable, mais il y a un gros mais. Il y a GDPR. Il y a la disparition des cookies qui est voulue par la plupart aujourd'hui des navigateurs. Il y a les adblockers. 20 à 30% des internautes utilisent des adblockers, donc qui empêchent
le dépôt de cookies qui empêche le tracking derrière. Donc, c'est un peu embêtant. Il y a tout ce qui tourne autour de la sécurité informatique. Et dans le contexte actuel, Dieu sait que c'est quelque chose qui est très, très regardé par la plupart des annonceurs. Il y a énormément de cyberattaques depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a le côté RSE, parce que la data, ça consomme de l'énergie. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à exploiter la data comme on le fait aujourd'hui ou comme on aimerait le faire dans des conditions qui soient raisonnables, notamment du point de vue écologique? Bref, on voit qu'il y a pas mal de contraintes. Alors j'en ai oublié une aussi, c'est la pénurie des talents. Aujourd'hui, on manque de data scientists en France, on manque de data analystes. On en parlait encore tout à l'heure. J'en parlais avec le patron d'une boîte qui s'appelle Indaos. Eux, ils placent les gens. Ils placent des data scientists, ils placent des marketeurs. C'est compliqué de trouver ces gens-là. C'est compliqué de trouver des marketeurs qui savent utiliser la data. Et c'est compliqué de trouver aujourd'hui des data scientists qui ont une appétence aussi pour le marketing, pour nos métiers, et qui vont vraiment faire le lien entre la data disponible d'un côté et puis les objectifs à adresser de l'autre. Donc les contraintes, elles sont multiples. La dernière contrainte, c'est peut-être la plus forte. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'AACC. C'est l'association qui regroupe la plupart des grosses agences de communication, grosses ou moins grosses. Et ils ont fait une étude super intéressante. Alors, on ne va pas regarder les chiffres. Hein. Je vous engage à aller sur le site aacc.fr. Et vous avez une étude. Ils ont interrogé des consommateurs pour savoir leur rapport à la data. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, effectivement, les marques prennent de la data sur vous et les exploitent pour vous envoyer des bons messages un peu plus personnalisés, etc., où l'on voit que les consommateurs français sont un petit peu fébriles par rapport à l'exploitation de la data. Donc là aussi, il y a un levier qu'il faudra adresser. Bref, la question, elle est la suivante. C'est la question que je pose à mon panel, et au travers des réponses et des témoignages qu'ils vont nous apporter, j'espère que ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair comment on va exploiter la data dans les années qui viennent. Hein, quels sont les possibles de l'exploitation de la data quand on voit toutes ces contraintes? Il y a quelques premières pistes. Exploiter des technologies ou des process qui soient GDPR compliant, je pense notamment au niveau de la programmatique. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de ciblage sémantique, il y a Google qui a sorti une offre, etc., etc. Bref, il y a des technologies qui peuvent éventuellement remplacer le cookie. Why not? Il faut rassurer les consommateurs, je pense que ça c'est un point clé, et notamment les marques. Si vous travaillez, si vous êtes annonceur, je pense que c'est important de mettre en avant ce que vous faites avec les données que vous récoltez, comment vous les utilisez, ce que vous ne faites pas, et quels sont surtout les bénéfices apportés par la data. Ça permet aux marques d'envoyer peut-être moins de pubs, plus ciblées, donc a priori plus intéressantes. Donc il faut mettre en avant ces avantages. Il y a un retour en force du CRM, on va en parler avec Nathalie, parce que le CRM, c'est GDPR compliant. Le CRM, c'est quelque chose qui existe depuis déjà longtemps, qui a une nouvelle, aujourd'hui, on va dire, un regain d'intérêt puisque les cookies disparaissent et que ça devient un peu plus compliqué de faire de la publicité ciblée. Et puis aller vers le marketing serviciel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et on verra tout à l'heure de beaux exemples avec Johan. Allez, on est parti. Donc j'ai une première question pour toi, Nathalie. Toutes ces évolutions que l'on voit depuis plusieurs années amènent à une espèce de retour du CRM. Comment tu le vis? Est-ce que vous exploitez tout ça dans les différentes marques pour lesquelles tu travailles? Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur la manière de faire et la manière dont vous exploitez les datas dans ce contexte? Oui, alors effectivement, je vais plutôt me concentrer sur Françoise Saget, mais sur l'Invauge, c'est aussi la même démarche. En fait, moi, je considère, et toute l'équipe, nous considérons que la data, c'est l'or de l'entreprise. C'est vraiment ce sur quoi on peut construire sa rentabilité. Et donc, chez Françoise Saget, qui était une entreprise traditionnelle, VPCiste, avec 17 mailings papier envoyés par an, il a fallu qu'on se remette en question en termes de transformation, puisque le papier sur certaines cibles était de moins en moins rentable. Donc, on s'est dit qu'on allait couper des messages papier, qu'on allait arrêter d'envoyer des mailings papier à certaines clientes plus digitales que d'autres, mais que pour compenser cette perte de chiffre d'affaires, il nous fallait absolument récupérer le contact avec nos clientes. Donc on a eu l'idée de transformer, de remplacer les messages papier par des messages digitaux, par des emailing.
Et donc le gros travail qu'on a fait en 2019-2020, ça a été vraiment de lier notre base de gestion ERP, où il y a toutes nos commandes clients, toutes nos informations clients, avec notre système d'envoi d'email. Donc pour pouvoir mixer la base client avec également la base historisée de tous les comportements d'ouverture, de taux de clic, etc. Donc ça nous a franchement fait bondir, franchir une étape. En un an comme ça, on a réussi à multiplier par 2 l'envoi d'emails, puisqu'on a récupéré les emails de nos clientes tout à fait compliant en leur laissant la possibilité, évidemment, sur chaque email de se désabonner si elles n'étaient pas d'accord. Donc, double effet qui se coule. On a récupéré beaucoup, on a donc multiplié par 2 les envois, mais en plus, à des clientes papier ou téléphone qui n'avaient pas forcément l'habitude de répondre sur des emails. Donc, comme c'est des clientes, vous imaginez qu'elles ont très très bien répondu. Donc, on a eu un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 2 et une marge nette qui a été multipliée par 2,4 parce qu'en plus, on a eu le triple effet qui se coule, c'est qu'on a eu une augmentation du panier moyen sur nos emails avec une augmentation de 4,50 € sur nos emails. Donc, on a réussi à quasi compenser la coupe que l'on avait faite de nos messages papier. Donc, pour moi, en tant que directrice de cette marque, ça a été un énorme pas vers la transformation de notre marque. Donc ça, c'était 2020. Et là, en 2021, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, parce qu'on avait fait des systèmes de rattrapage pour faire rentrer nos data clients et comportements liés avec Actito, puisqu'on travaille avec Actito sur la partie CRM. Et en 2020, on s'est dit, d'accord, on va essayer d'automatiser l'arrivée de notre cliente directement dans notre flux CRM. Et donc là, on a continué à engranger une augmentation des volumes d'envoi, du chiffre d'affaires, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que à volume multiplié par 2 en 2020, on n'a pas vu de perte, d'affaiblissement des performances. Et on a eu une dégradation du taux de désinscription de seulement 0,1 point. Tout ça parce qu'on s'adressait à des clientes. Donc voilà. Donc en 2021, on a continué, on a automatisé et maintenant on perfectionne, c'est-à-dire que cette data, on l'analyse, on va proposer à nos clientes dans des mails automatiques de remerciement de commande une autre offre pour recommander à nouveau avec des offres, avec un module de recommandation par rapport au best-seller quand on n'a pas forcément suffisamment d'informations sur ses clientes. Ou alors après, notre objectif demain, c'est de pouvoir leur proposer, par rapport à ce qu'elles ont déjà acheté, de leur pousser les bonnes offres. Donc pour nous, pour répondre à ta question, la data et l'exploitation de toutes les datas clients, parce que j'insiste vraiment sur la partie client, parce qu'on travaille aussi sur l'acquisition, mais j'ai préféré vraiment vous parler de ça aujourd'hui. C'est ce qui nous a permis vraiment de transformer notre modèle. Donc, je vous conseille vraiment de vous appuyer sur vos data clients, de les utiliser à fond, les exploiter, puisque ça vous permet de rentabiliser au maximum votre activité. Et par rapport aux pratiques marketing qui existaient effectivement un peu classiques dans la vente par correspondance. Tu as raison. C'est quoi la différence quand même? Parce qu'il y a des choses nouvelles qui ont été apportées par le digital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors déjà, la réactivité, le temps réel, d'aller beaucoup plus vite, l'accélération. Mais effectivement, on a travaillé, puisque François Saget avait une expertise, et a toujours une expertise remarquable en fidélisation papier, c'est-à-dire en segmentation de la base client pour dire telle personne, je lui envoie tel message, je lui fais telle offre. Eh bien, on a décliné ça sur le digital. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, ma cliente moyenne, je vais lui proposer ça et puis je vais essayer de tester ça, etc. Donc on a appliqué les mêmes méthodes, mais avec un rythme et une accélération bien plus poussée que sur le papier où il faut attendre d'avoir envoyé les mailings, d'avoir analysé les résultats, etc. Donc le digital a permis d'aller plus vite et aussi d'ajouter le comportement en termes de réactivité et d'appétence sur tout ce qui est le taux d'ouverture, le taux de clic, des emails. C'est-à-dire qu'on a couplé les deux.
C'est-à-dire que les non-ouvreuses ne vont pas forcément avoir, et si elles sont très bonnes clientes, ne vont pas forcément avoir le même cycle d'email, parce qu'on a vraiment segmenté, personnalisé. Enfin, c'est toujours la même histoire. Les bonnes vieilles règles de RFM, plus couplées avec donc, les comportements d'ouverture des emails, et c'est très puissant. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la RFM, parce que tout le monde ne connaît Récence, peut-être. fréquence, montant. Voilà, je parle pour les plus jeunes d'entre vous. Donc, c'est une façon de segmenter la base client, où effectivement, les clients qui ont commandé le plus récemment, le plus fréquemment, avec un panier moyen le plus élevé, sont les meilleurs. Et ensuite, vous pouvez comme ça segmenter votre base client en fonction des segments RFM. Et vous pouvez leur appliquer des règles de personnalisation différentes. Laurent, C'est pas reach, follower, et j'ai pas trouvé le M, mais Non, voilà. non, je sais. Moi j'adore, je suis fan. Mais je peux le dire en anglais hein, si tu veux. Non, mais je trouve que c'est- Frequency, amount. Je trouve, Ah, ça je trouve marche que pas. c'est ultra intéressant de voir que la CRM redevient un vrai outil, redevient un vrai enjeu. Ça a été un peu oublié, c'est tombé en désuétude parce que la technologie, elle a dépassé tout ça et qu'on était dans une histoire de... on a tous les outils pour deviner, donc on devine, on ferme les yeux, c'est magique, on met de l'IA, on fait de la recoproduit, on fait des algorithmes, et puis on tourne en rond, puis on tourne en boucle, et puis le client, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il veut, on essaye de lui pousser des choses. Et puis tout d'un coup, cette rupture légale, enfin ce changement légal, elle vient bouleverser à nouveau la technologie, elle vient bouleverser la façon de refaire du commerce, et elle nous faire basculer, et moi c'est ce que je porte aujourd'hui, du deviner vers comprendre. C'est-à-dire qu'on a mis en place tout un tas de technologies géniales, hein. Moi je les ai utilisées, j'adorais ça, du Criteo, du retargeting, et c'était incroyable technologiquement parlant, pour deviner, pour ajuster, pour paramétrer, et c'était top, quoi. Mais on était dans quelque chose qu'on poussait, qu'on automatisait à fond, et finalement c'était un business de flux. Puis là, tout d'un coup, ne pouvant plus tout à fait faire ça, et n'étant plus en phase avec le besoin, tu le disais, l'étude, il y a une défiance vis-à-vis de la perso, etc. Tout d'un coup, on se redit que c'est bien de comprendre. Il y a quoi derrière? C'est quoi l'envie? C'est quoi le besoin? Et est-ce qu'on peut le mesurer quand même? Parce que qualitativement, c'est compliqué. Et c'est là où on remet de la data dans du qualitatif client. Et je trouve que c'est ultra intéressant ce qui se passe pile en ce moment, où le CRM, c'est un bout de ça, c'est comprendre, c'est pas remettre le client dans un track et l'oublier pendant 18 mois, c'est être très à l'écoute, ajuster, réagir, et même d'un point de vue conception produit, intégrer son retour, intégrer de façon quantifiable son interaction pour être plus performant. est-ce que vous utilisez, du coup, j'imagine, la data au sein d'OKID Group? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont c'est exploité, et notamment pour les marques pure player? Moi, j'ai la chance de repartir avec un certain nombre de marques là en ce moment, et de ce fait d'être capable de pouvoir pas recommencer de zéro, mais d'explorer de nouveaux univers, et de ne pas être lié à des historiques sur lesquels on doit refaire exactement la même chose, et de ce fait-là réutiliser toujours les mêmes technologies. Et c'est vraiment l'enjeu du moment, c'est de se dire comment on peut être dans l'écoute, dans la compréhension et vraiment dans la co-construction. Donc on est en train de bâtir ce qui va permettre d'être entre du quanti et du quali, et de pouvoir exploiter de la donnée sur de la préappétence, pouvoir tendre vers pour nos marques, c'est assez nouveau, mais de la précommande. En tant que VA10 de la vieille école, ça va vous faire marrer de parler de précommande. Commander avec 5 semaines de délai, c'était le basique de la VAD, mais précommander, c'est un engagement aujourd'hui. Précommander, c'est un engagement qui va dans la démarche RSE globale, de se dire je produis que ce dont j'ai besoin, je limite les stocks, je limite la consommation, et je limite tout en fait d'un point de vue dépense carbone. Et c'est là où la data, c'est là où on a une envie et on déploie l'exploitation de la data. Hein, comment produire au mieux du besoin des consommateurs et des consommatrices en termes de typologie de produits et dans leur capacité à s'engager. C'est vraiment ça aujourd'hui qui conduit nos investissements et nos engagements technologiques. Et en CRM, vous faites aussi des choses, j'imagine. Là, ce qu'on lance, c'est justement la capacité à mixer la social CRM. D'accord. Donc toute l'interaction, parce que l'interaction client, elle devient ultra riche. Il peut y avoir des magasins dans notre cas, peut y avoir des marques distribuées donc ailleurs, chez Zalendo dans des corners de grandes distries, il y a les magasins du groupe, il y a le e-commerce, il peut y avoir plusieurs e-commerce, et puis il y a tous les médias sociaux où il y a de l'interaction produit.
Et en fait, la problématique, c'est que c'est une piste, quoi. C'est plein d'insights qui sont disséminés et c'est une seule cliente qui vit plein d'interactions avec la marque, qui laisse plein de messages, plein d'infos. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à être capable d'agréger ça pour faire vivre une expérience au client. Mais avec la sincérité de le dire, on est dans l'interaction. Et pas j'essaye de récupérer de l'information sans que personne ne le sache, et puis je la planque, et puis je te remonte un produit que tu ne croyais pas, dont tu avais envie, etc. etc. Ouais. Mais c'est plutôt engageons-nous réciproquement. C'est peut-être ça la différence par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années où il y avait une logique un peu opaque. Là aujourd'hui, il faut être relativement transparent sur les datas collectées et les bénéfices que ça apporte. C'est ça. Ouais, alors ce qui est génial, moi je trouve que la RGPD, c'est une extrême opportunité pour faire du bon marketing, pour faire du bon commerce. Du commerce sincère avec le client, du commerce win-win, parce que on était tombé, je trouve, dans un extrême inverse de collecte à tout va, de boulimie de data, et puis de se dire, plus j'en connais, et puis même si j'ai pas besoin de connaître tout ça pour l'instant sur le consommateur, peut-être que je vais l'utiliser à un moment, peut-être que je peux le revendre, peut-être que je peux monétiser ça et ça et ça, et on arrive à cette perte de confiance. Et là, tout d'un coup, on doit se remettre dans une démarche de sincérité, de réalité, de relation. Et ça redevient du commerce. Ça redevient du commerce et pas de la technologie. Et c'est assez amusant parce que ce qu'on a pu connaître en tout cas, quand moi j'ai commencé dans le digital au début des années 2000, où il n'y avait pas tout ce volume technologique, où on avait envie de faire des choses avec les utilisateurs derrière, on le retrouve maintenant forcé par un contexte légal, mais je trouve qu'il remet le commerce et la connaissance client, la sincérité et la relation client au bon endroit. Super. Juste avant de poser la prochaine question à Johan, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez poser vos questions en utilisant le hashtag Twitter là, ou alors en envoyant un SMS au 06 44 64 37 39. 06 44 64 2 € plus vos frais d'opérateur. Voilà. Johan, justement, quand on a préparé la table ronde, tu m'as beaucoup parlé de l'exploitation de smart data versus la big data. Tu me dis, oh là là, la big data, quelque part, on en revient un petit peu. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que qui est un peu une prolongation de ce que tu disais, Laurent? Oui, tout à fait. Le principe, c'est qu'au départ, tout le monde parlait de la big data parce qu'on voulait récupérer des données en masse, beaucoup de volume. Et on avait une équation qui était fausse, de se dire beaucoup de volume de data égale beaucoup de valeur. Et finalement, ça ne passe pas par là. On s'en rend compte à différents niveaux, soit quand on fait des data science, soit tout simplement quand factuellement on veut comprendre un utilisateur. C'est pour ça que c'est important de revenir sur ce qu'on appelle la véracité, le socle de véracité data. Quel est mon utilisateur? Qu'est-ce que factuellement je peux faire avec lui? Là-dessus, pour bien l'analyser, marketeurs que nous sommes, le plus simple est de reprendre la customer journée, d'identifier quelles peuvent être les interactions à tout moment qui vont permettre à chaque fois de passer une étape qui est non intrusive contre un accord qui est une proposition de valeur. Lié à ça, on va très vite se rendre compte, en tout cas chez nous, que les business models qui peuvent être des business models extrêmement concurrentiels, notamment dans le tourisme, peuvent être également encore plus performants grâce à ces méthodologies que j'appellerais du small data. Alors, je vais vous donner juste un exemple, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un exemple. Vous connaissez tous Booking? Oui. Est-ce que vous connaissez Tablet Hotel? Pas encore. Alors, je vous invite à découvrir Tablet Hotel. C'est une des acquisitions du groupe Michelin, qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a réinventé l'expérience d'un utilisateur avec de l'authenticité qui souhaite aller découvrir un hôtel sur un parcours client qui est en fait très simple, en 3 piliers. Le premier élément, en effet, quand les gens arrivent sur Tablet Hotel, il y a une anonymisation du profil. Mais très vite, avec un certain nombre de données liées à ce qu'on peut avoir sur la data science, on peut être capable d'adapter les hôtels qui correspondent à vos goûts affinitaires. Donc l'affinité va être un élément, c'est une source de données, qui est une source de données variable en fonction de chacun, qui va vous dire, voilà, tel hôtel correspond à votre envie. Et on va être dans une notion d'authenticité. À ce moment-là, on se rend compte que Tablet Hotel, par exemple, sur le deuxième pilier, va avoir des notions de conversion qui sont beaucoup plus importantes. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vous présenter 1000, 2000, 200 hôtels, on va vous en présenter 2, 3, 4, 5 qui vont correspondre à vos envies, qui vont correspondre à une
une musique douce que vous avez envie d'entendre quand vous rentrez dans le hall. Vous allez avoir un barman qui sait faire un old fashion. Il y a tout un tas d'éléments qui vont être en rapport avec vos éléments affinitaires, en plus de votre conversion, qui va être le fait de prendre une chambre d'hôtel. Et quand vous êtes dans cette logique de parcours client, vous êtes plutôt apte à transmettre des données. Ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer les business models et de passer, et c'est là où il y a une différence avec Booking, c'est de passer de la phase de conversion à la phase d'abonnement. Et donc on rentre dans un pas supplémentaire dans cette phase de conversion e-commerce qu'on connaît tous, où on peut offrir ce qu'on appelle un service. Dans ce cas, c'est un service premium, un service de conciergerie, qui va permettre en fait ensuite d'avoir un parcours exclusif pour un client qui voyage. Et ces éléments-là, on se rend bien compte que c'est clé. Pourquoi? Parce que finalement, la base de données client, ça devient une base de données premium. Le rapport et l'interaction fait qu'on connaît les goûts affinitaires des clients et que du coup, on va être capable d'offrir une expérience unique. Et les taux derrière de valorisation des données, mais également du modèle économique, sont beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait retrouver, par exemple, chez les concurrents en mode de tourisme. Donc même un secteur de ce type-là, actuellement, peut être complètement bouleversé par ce que Laurent disait, en fait. Très bien. Est-ce que, du coup, ça implique des profils, une organisation particulière pour pouvoir opérer ça? Enfin, Ouais. Alors, c'était une très très bonne question. Je la prends ou tu peux la prendre, mais je la poserai ensuite D'accord. aux deux autres. Alors, oui, en effet, à travers ce monde, il faut recréer une boussole stratégique. Et la boussole stratégique sur la data, il y a au moins 4 éléments qui sont extrêmement importants. Le premier élément, et on le voit bien dans notre groupe, parce qu'on a un groupe de 120 ans, si je vous parle de la première base de données qu'il y a eu chez Michelin, finalement, vous allez très vite vous rendre compte que c'était le guide Michelin, qui a été présenté lors de l'exposition universelle en 1900. Et c'est notre première base de données. Et à ce moment-là, on ne parlait pas de technolo, on parlait de papier, mais on parlait déjà d'une connaissance client. Donc la première chose, quand on veut monter une stratégie data, c'est penser bien à l'ADN de l'entreprise, votre patrimoine data. Il est très fort, il est très important, il est bien au-delà de simples rapports technologiques. La deuxième chose, c'est une chaîne de valeur. Quand on travaille sur la data, on travaille sur de la collecte d'informations, ce qui est normalement deux. On travaille sur un processus de transformation. Comment je fais passer un profil anonyme dans un profil connu ou un segment connu. Et enfin, quels sont les insights et les services que je crée à partir de ça. Donc, deuxième élément, la chaîne de valeur. Alors après, comment on travaille ça? Il y a deux autres axes. Travailler sur les méthodes agiles, le Lean Startup, créer des équipes qui sont capables de travailler en mode UX, travailler avec des équipes qui sont capables de penser différemment et où les marketeurs, les technologues se réunissent. Et le dernier élément pour moi qui est le plus important, c'est de travailler sur une logique de use case. La valeur ajoutée des données, c'est l'usage. Si on n'utilise pas des données, elles ne valent rien. Si je transmets une information, si je vous donne à quelqu'un, par exemple, si je te transmets les chiffres du loto et que tu ne vas pas jouer, tu auras une information hyper intéressante, les chiffres du loto, mais par contre, ce qui va se produire, c'est que personne ne va gagner d'argent. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre les choses à l'inverse. Il faut démarrer par les cas d'usage, comprendre à partir des cas d'usage qu'est-ce qu'on souhaite faire des données, à partir de ce qu'on souhaite faire des données, monter les produits agiles, créer sa propre chaîne de valeur et aller construire son patrimoine. Nous, dans notre cas, on avait déjà un patrimoine data, donc c'était un mix des deux. Voilà. Et chez Françoise Saget, alors comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait un patrimoine data, il y avait un patrimoine classique, on va dire. Comment s'est passée cette transformation? Est-ce que vous avez recruté des profils? Est-ce que vous avez, comment vous avez fait en gros? C'est une question que se posent souvent les entreprises un peu traditionnelles. Comment on opère cette transformation? Comment on devient un peu plus data-driven pour ressembler de plus en plus effectivement aux jeunes pousses? Alors effectivement, déjà on a fait un peu grandir l'équipe. Chez nous, chez François Saget, on a une équipe de CRM Data Analyse qui est vraiment une équipe dédiée. Et effectivement, dont le travail est de s'assurer que les données sont les mêmes partout, qu'elles sont fiables. Si je me désabonne chez Actito, il faut bien que ça remonte dans mon ERP. Il y a toute cette chaîne effectivement de fiabilité à contrôler. Et puis cette équipe doit être aussi capable, comme vous le disiez tous, d'analyser les résultats le plus rapidement possible et de pouvoir dégainer les bons scénarios. On est en train au niveau du groupe de se constituer des reportings et des suivis d'activités vraiment
transverse, c'est-à-dire qu'on pourra retrouver le même type de reporting dans les 3 marques du groupe. Et on est dans cette phase de réflexion de se dire, mais alors qu'est-ce qu'on va faire pour la data? Est-ce qu'on va conserver, parce que pour l'instant, il y a des équipes data par marque, qu'est-ce qu'elles détiennent, ce savoir-faire par marque. Elles pilotent le trésor de guerre, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que pour moi, la data, c'est vraiment l'or d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde cette organisation par marque en faisant grandir les équipes sur la partie digitale, ce qui est plutôt ce qu'on est en train de faire, ou alors est-ce qu'on centralise tout ça au niveau du groupe dans une grosse équipe data analyse? Donc pour l'instant, on en est plutôt dans la réflexion à dire conservons des équipes hyper formées, agiles sur chaque marque. En revanche, réfléchissons à nous doter peut-être de super spécialistes de la data qui pourraient aller plus loin que les équipes qui sont dans l'opérationnel data de leur marque tous les jours. Voilà, donc c'est une réflexion structurelle qu'on a en ce moment au niveau du groupe, mais qui pour moi est effectivement fondamentale. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure par rapport à ce que tu disais sur l'authenticité, il faut faire aussi très très attention à la pression commerciale, au nombre de messages qu'on envoie, et aussi à être capable de mixer avec des messages qui sont authentiques, qui vont parler à chaque client de façon très personnalisée. Je pense, alors c'est pas révolutionnaire ce que je vais vous dire, mais c'est important, qui vont penser à leur anniversaire, qui vont penser à les solliciter pour parrainer, pour recruter des nouvelles clientes pour la marque. Donc ça permet d'alterner les messages plus pushy, de acheter notre nouvelle couette, truc, machin. Donc il y a vraiment... C'est très compliqué ces métiers, mais pour moi, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être agile, d'analyser vite et de prendre les bonnes décisions. Et pour moi, ce que je dis toujours aux équipes, ce que tu as dit aussi, pensez client. Pensez client. Pensez pas, et ce que tu as dit aussi, pensez pas, oh c'est génial, je fais ci, je fais ça. La cliente, qu'est-ce qui est important pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle valorise? Et tant que vous penserez ça, vous prendrez les bonnes décisions. Voilà. Laurent, tu es d'accord? Forcément. Moi, je rajouterais, bah oui, mais non, mais c'est quelque chose qui a pu se perdre, hein, et facilement. Hein, la technologie, ça a ce pouvoir-là, c'est d'écarter vite tout le monde de la réalité de l'utilisateur final. Puis quand on remet l'utilisateur final devant, on pleure. Hein, quand on fait le test utilisateur, quand on fait de l'UX, parfois, on n'aimerait pas le voir parce que c'est une réalité d'expert qui n'est pas bonne. D'ailleurs, c'est à propos de ça que je voulais rajouter juste un petit mot. Et moi, le challenge que je vois et qu'on vit, il est dans les profils, mais pas au sens où tu l'entends. C'est pas les experts. Parce que les experts, oui, c'est difficile, mais finalement, on les construit, on en trouve, etc. Et il faut des experts, il faut des gens ultra pointus sur des sujets, etc. Mais l'extrême haute difficulté, c'est de faire monter en expertise tout le reste des interlocuteurs. C'est que tout le monde ait conscience que la valeur qu'on va apporter à l'entreprise, elle se trouve dans la data. Mais décrypter ce qu'on met derrière data, sinon on est dans la caricature de on récolte tout ce qui traîne, on fait des bases dans des Excel, on se les fait pirater, etc., etc. Mais surtout comment on donne de la valeur avec, etc. Et moi je vois un enjeu qu'on vit qui est que tous les métiers doivent être picousés d'un bout d'histoire du digital pour comprendre, pour réagir, pour mailler, pour interagir avec le reste de l'entreprise et pour bénéficier de tout ce qui se fait. Et c'est un vrai enjeu RH, un vrai enjeu de ressources humaines, de formation, de dynamique d'équipe, voire d'organisation, qui est là maintenant. Des généralistes, enfin, une infusion du sujet qui est beaucoup plus large que ce qu'on a pu imaginer. Et je me rappelle toujours de la blague, et c'est dans d'autres boîtes où j'ai bossé, on se disait mais tu crois que chez Amazon, il y a un directeur marketing, il y a un directeur e-commerce? Bah non, chez Amazon, il n'y a pas de directeur e-commerce parce que tout le monde fait du e-commerce. Et aujourd'hui, la data, c'est un peu ça. Oui, il y aura un DPO, oui, il y aura des data owners, etc. Mais le sujet, il doit être réapproprié par beaucoup de monde parce qu'il y a de la data produit, il y a de la data client, il y a de la data service client, il y a de la data géographique, etc. C'est clair que la data est partout. Hein. J'aime à dire souvent, c'est le côté pile de la phase digitale. La data et le digital sont les deux faces d'une même pièce en définitive. Et c'est parce que le digital s'est fortement accéléré et les usages se sont multipliés qu'il y a une explosion de data aujourd'hui. J'ai pas mal de questions qui commencent à arriver du public. Alors, je voulais poser à vous trois, hein, je ne sais pas, mais une question que je trouve intéressante, c'est comment on fait
quand on démarre sa boîte et qu'on doit travailler sur des niches, est-ce qu'on peut trouver de la data? Est-ce que c'est simple à trouver de la data? C'est une question un peu difficile, je le reconnais. Ouais, Je sais pas si moi, vous moi, trois, je l'ai fait. alors. Parce que je sors de 10 ans où j'étais dans des startups et j'en ai créé 2. Après, je te laisse, je t'ai grillé la priorité. Il y a un premier réflexe qui est de voir ce qui existe en open data. Et souvent, on l'oublie. Il y a plein de flux de data incroyables avec lesquels on peut jouer, avec lesquels on peut créer de la valeur, on peut créer du service, rien qu'en étant plus malin dans la capacité à faire se joindre deux histoires, à trouver des corrélations. Là, on ne parle pas de clients, mais on parle de j'ai une niche, je veux l'adresser, je voudrais savoir où je vais pouvoir la rencontrer, la trouver. Mais en fait, il faut penser à ça. Enfin, il faut savoir que, à titre d'exemple, on peut trouver en open data tous les arrêts de bus de toutes les compagnies en France. Donc je ne sais pas si vous voulez faire de la publicité ciblée ou si vous voulez trouver tous les gens qui attendent au bus pour aller leur vendre des churros, mais c'est possible. Donc en fait, il y a déjà une mine, une richesse incroyable qui est là, ouverte, gratuite et fournie par le gouvernement sur opendata.gouv. Tout à fait, très très belle référence. Johan, est-ce que tu voulais rajouter Un quelque petit chose? complément, souvent, alors je suis également professeur, et souvent quand des élèves veulent créer une plateforme, je leur dis quelle est la data rare que vous allez être les seuls à posséder. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des grandes licornes dans la sharing economy qui ont pu à un moment donné créer un modèle qui a été très performant, ils ont découvert une donnée rare que personne n'avait. Alors on va prendre un exemple tout bête. C'était pas facile d'imaginer que certaines personnes voulaient rentabiliser un siège de voiture quand on va d'un point A à un point B. C'est pas une donnée qui existait. Par contre, être capable de créer cette communauté sur des gens qui sont prêts à partager leur voiture, l'exemple de Blablacar, c'est en fait une data rare. Parce qu'on revalorise un actif qu'on n'utilisait pas. Si je prends l'exemple d'Airbnb, le fait d'imaginer une base de données, il y avait des guest houses, il y avait des bed and breakfast, mais là on touche à des individus qui louent une chambre chez eux. Ben, pareil, le fait de trouver ce segment de marché, ça a permis de créer une data rare et ensuite une expérience utilisateur. Donc réfléchissez toujours à quel type de data rare que vous serez les seuls à posséder, que vous vendez surtout pas dans ces cas-là. Hein. Parce que sinon, quelqu'un peut dupliquer le modèle. Hein. Donc, en gros, il ne faut jamais vendre une data, sauf les données qui se périment. La météo, vous pouvez la vendre, les scores de bourse, vous pouvez. Tout le reste, vous créez des valeurs par-dessus. Voilà. Après, Lean Startup, il faut le relire. Tout ce qui concerne le gros hacking, il faut le relire, faire du webinar, parce que c'est ça la réalité. Vous avez un concept, testez-le, trouvez une audience à qui le partager et commencez à collecter des premiers feedbacks. Vos premiers clients, c'est votre premier cercle qui est très proche. Hein. Le roi de ce marketing, c'est Seth Godin. Il a écrit Tribes. Allez lire ce livre, allez lire tous les livres de Seth Godin. Vous aurez toutes les réponses à cette question sur comment on commence, comment on embraye, et puis voilà, ou Gladwell sur le point de bascule. En fait, on peut mettre ça en théorie, quoi, hein, et c'est assez magique d'ailleurs. J'en rajoute un. Discipline entrepreneuriale de Bill Oley, les 24 steps entrepreneuriales en anglais. Voilà. Parce que les livres, c'est bien aussi. Alors, voilà, quelques références. J'ai 2-3 autres questions sur la véracité de la data. Comment on peut être sûr qu'une data est vraie? C'est-à-dire que, alors, tu parlais de RFM, ça catégorise, hein, on met les gens dans des segments. Comment on sait que la personne va rester tout le temps dans ce même segment? Comment elle sait qu'elle ne va pas? Voilà, donc il y a 2-3 questions sur ce sujet-là. On peut avoir une réponse métier ou une réponse de statisticien. Je ne sais pas qui veut tenter. Alors, la véracité. Alors, on dit souvent que la vérité est propre à chacun. Ça, c'est un élément. Et la véracité, comme la valeur, dépend de l'usage. Alors, typiquement, je vais reprendre un exemple à travers une offre de Michelin sur la partie road conditions. C'est-à-dire, on veut améliorer l'état des routes. Et pour améliorer l'état des routes, on a mis une technologie qui permet, donc dans des voitures, dans une communauté, qui permet de voir si à un instant T, une route est bien faite, si le virage est bien fait, s'il y a un trou ou pas. Et à ce moment-là, ce que quelqu'un de normal va faire, il va peut-être freiner. Et nous, on va être capable d'emmagasiner ces données pour ensuite travailler avec des constructeurs de routes qui vont aller réparer l'endroit où ça ne va pas, où ça peut être dangereux. Alors par rapport à ça, on utilise quoi comme données? Nous, on a décidé d'utiliser des données qui sont physiques, avec des capteurs physiques dans les voitures. Donc il suffit qu'il y ait une ou deux voitures qui freinent à un seul endroit pour que la donnée soit juste. Ça, c'est une méthode.
Maintenant, il y a d'autres méthodes. On identifie des données satellitaires, où des gens prennent des images par satellite, vont pouvoir les retravailler avec de l'IA et vont pouvoir arriver exactement au même résultat. On va aussi identifier des sociétés de télécommunications qui, elles, vont recroiser les données à travers différents opérateurs et API. Et s'il y a un grand nombre de données au même endroit, qui s'arrêtent aussi, c'est parce qu'il peut y avoir un trou. Donc, en fait, on peut recréer des socles de véracité par des méthodologies différentes qui sont souvent l'IA, les mathématiques appliquées ou bien les données physiques. Les trois sont bonnes. D'accord. Et l'utilisation de ces piliers-là ou de ces leviers permet effectivement d'avoir... D'ensuite créer des business models de services. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et de ne pas les vendre. Je le redis. Laurent, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais je suis complètement d'accord. En fait, croiser les sources, c'est ultra important. Il y a une donnée temporelle à la véracité d'une donnée. Tu le disais exactement tout à l'heure. Hein, à la matrice, le RFM, tu pourras en parler bien mieux que moi, mais je pense que c'est très dynamique tout ça, et c'est ce qui fait la grande difficulté. C'est très évanescent si on parle du client, parce que la dynamique même du client, c'est de bouger, c'est de changer d'avis, c'est d'évoluer. Il a des enfants en plus, il y en a qui partent du foyer. Donc la vraie difficulté, c'est de ne pas rester enchâssé dans un contexte et d'essayer de continuer de pousser. C'est toute cette histoire où moi j'aimerais repasser d'un marketing très push à un marketing où il y a cette relation. C'est un peu un fantasme aussi, parce qu'à un moment, faut délivrer du business et il faut un peu enquiller. Mais le risque, c'est de considérer un contexte comme étant établi et de continuer à envoyer du trafic dessus. On parle de commerce, des emails, du SMS, de notification, que sais-je. Et c'est là, en fait, est-ce qu'on est capable de se comprendre un peu mieux pour être un peu plus fin? Nathalie? Alors, pour moi, la véracité de la donnée, ça va être plus sur si cette donnée-là est structurante. C'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai choisi comme étant la data qui va me permettre de valider telle hypothèse, tel scénario, si je lis quelque chose de significatif en faisant varier cette data, alors oui, la data est structurante. Donc nous, on est en train justement de faire un gros travail sur l'âge, parce que pour l'instant, tout est moyenné, on ne travaille pas forcément sur l'âge, et on est en train de se dire, est-ce que ça va être une data structurante? Et est-ce que l'âge qu'on a dans nos fichiers clients, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est juste? Donc, on est en train vraiment de faire aussi ce travail. Donc, pour moi, c'est est-ce que la data est structurante et est-ce qu'elle répond à mes enjeux? Enfin, là, je parle plus vraiment en pilotage de business. Après, voilà. Et donc, c'est dans le suivi des résultats en permanence. Bon, ben voilà, j'ai voulu prendre cette data-là, voir s'il y avait des écarts entre les différents segments en partant de cette data. Oui, non, ça le fait pas, c'est structurant, c'est pas structurant. Voilà, c'est plus comme ça que moi, je valide la véracité d'une data ou pas. Alors pour vérifier ou valider la véracité ou l'efficacité d'une data, il faut des outils de tracking. J'ai une question intéressante, un peu technique. Est-ce que, justement, GDPR, la fin des cookies tiers, etc., est-ce que tout ça va compliquer le travail du tracking et donc, du coup, cette capacité de savoir ce qui marche versus ce qui ne marche pas et donc d'optimiser la performance des campagnes ou d'un dispositif? Oui, fondamentalement. Et ça a commencé il y a des années, hein, quand sur Google Analytics, tu ne savais plus quel mot-clé entrant arrivait chez toi et que tout d'un coup, ça s'est mélangé dans un grand magma de l'entrée dans le site. Oui, ça la complique et ça nécessite de pousser d'exploiter d'autres typologies d'outils. Mais oui, on doit revoir un marketing qu'on a quand même, un marketing digital basé sur l'analytics, sur lequel on avait mis énormément d'outils, on avait indexé beaucoup de performances. Ça nécessite tout d'un coup de revoir fondamentalement ça, totalement. Une vraie complexité pour le coup. Oui. Je ne sais pas si Johan, tu vas ajouter quelque chose, non? Et une question quand même, on a parlé un petit peu de service, mais on n'en a pas encore assez parlé. Je sais que par exemple, que ce soit toi Laurent, mais dans une expérience passée, ou toi Johan chez Michelin, l'idée c'est d'exploiter la data pour imaginer, innover sur des nouveaux services, même en B2B. Je sais pas s'il y a, j'imagine qu'il y a quelques personnes qui travaillent dans le B2B. On parle peu du B2B à chaque fois. Je ne sais pas si toi tu peux nous dire quelques POC que vous avez réalisés. Alors,
Je viens d'un secteur qui est celui dont parlait exactement Johan, il parlait de DDI, que je connais très très bien. Je viens d'un secteur d'activité où on récoltait de la donnée sur les véhicules, exactement ce que disait Johan. Moi j'étais dans une start-up qui faisait ça. Pour la blague, on récoltait 1,5 milliard de points de données différents par jour, 1,5 milliard qu'on traitait en temps réel pour créer du service pour nos clients. Du service soit à destination de leur exploitation de véhicules, et ils payaient pour ça, donc ils avaient besoin de recréer, alors par une extrême extension, on pourrait dire un jumeau numérique de leur véhicule, pour, à distance, dans d'autres pays, savoir quel est le contexte du véhicule, son contexte mécanique, son contexte d'utilisation, son contexte de consommation, et pouvoir le mettre en maintenance s'il faut, l'arrêter, pouvoir ajuster la formation. Un exemple ultra intéressant qu'on avait mis en œuvre avec les opérateurs de transport public, il y a deux façons d'utiliser ce qu'on pourrait appeler le tracking GPS d'un véhicule. C'est soit la sanction, c'est-à-dire, j'avais rencontré un prestataire transport public mexicain qui, à chaque dépassement de vitesse, ils avaient le droit de traquer, c'est pas RGPD, on n'a pas le droit de faire ça ici. Chaque dépassement de vitesse, bim, c'était 10 $ en moins sur la paye du conducteur, directement. Bonne utilisation de la data, enfin en tout cas pour l'exploitant. Ça, on n'a pas le droit de le faire ici. Et comment on fait ça de façon vertueuse et comment on est dans une exploitation vertueuse de la data? L'opérateur transport public avec qui je travaillais, on faisait la même chose. On récupérait de la donnée par le tracking, on regardait quels étaient les comportements violents de conduite, coup de frein violent, arrêt violent, virage violent, etc. On remappait tout ça sur une carte. Donc, c'était à nouveau anonymisé, c'était plus lié à un conducteur, c'était plus lié à un bus. Et tout d'un coup, on avait une cartographie de la zone avec les endroits dangereux, puisque les endroits avec des comportements qui n'étaient pas dans le sens du confort des passagers. Et derrière, qu'est-ce qui a été fait? Au lieu d'essayer de sanctionner les conducteurs et d'essayer de trouver qui freine juste avant le rond-point et de lui mettre un blâme, il y a toujours toute une séquence de formation terrain, une séquence de formation sur la souplesse de conduite, sur, tiens, toi, passe passager, et puis on met tous les conducteurs passagers, et puis on va faire un tour en conduite violente avec l'indicateur visible de ce qui peut se passer. Et ça, c'est une façon très vertueuse, de créer du service en interne, de former, d'améliorer les comportements, de diminuer les consommations d'essence. C'est la bonne façon d'utiliser la data. Et là, on demande du consentement, et il y a quelque chose de positif derrière. Juste avant de te passer la parole, Johan, j'ai pas mal de questions. Comment on peut demander le consentement, GDPR qui se renforce, blablabla. Je pense que c'est ça la solution. Forte valeur ajoutée. Forte valeur perçue, forte valeur ajoutée, forte valeur client, fort engagement. S'il y a une mission derrière ça, s'il y a une mission derrière le fait de récolter la data, encore plus en B2B, c'est exactement ce que tu disais, c'est quoi la valeur derrière? J'ai vécu des projets complètement gâchés parce que business model planté et perception client plantée, parce que la valeur perçue du fait de donner son opt-in à un accès de données énorme était complètement décalée. Vous savez tout sur moi, ma position, mes conditions de conduite, ma consommation, tout. Et en échange, vous me donnez quoi? Pas assez. En tout cas, pas suffisamment pour que moi j'ai envie de m'engager. Johan. Du coup, je vais reprendre un autre exemple qui va être de la même manière sur la donnée comportementale dans le cadre du B2B. Donc on peut parler du véhicule, on peut aussi parler du chauffeur, du conducteur. Et alors pour le coup, nous on a une communauté extrêmement intéressante chez Michelin qui s'appelle Truckfly. Truckfly, c'est 30% des camionneurs en Europe. C'est une communauté d'un peu plus de 300 000 camionneurs. Et il faut imaginer, ça part d'où Truckfly? C'est un élément tout bête. Vous voyez bien, à l'époque, il y avait des CB dans les camions. Les camionneurs discutaient avec leur radio. En fait, c'est une digitalisation de la CB sur une application. Alors à partir du moment où on a pris cette data, qu'on en a créé un service dans une application et qu'on permet à des camionneurs de mieux communiquer entre eux, et c'est des camionneurs professionnels qui, au quotidien, vont se donner des bons plans, vont se donner l'endroit où on peut se restaurer, où il vaut mieux dormir, où est-ce qu'on peut mettre son camion en sécurité. Et bien, forcément, on améliore non seulement le quotidien et la performance de ces camionneurs, et on l'a vu durant les 2 dernières années où les camionneurs liés aux différents problèmes liés au Covid ont dû s'arrêter et donc on ne savait pas où se restaurer. Mais ils utilisent cette application pour connaître les bons points, où se doucher sur des éléments qui sont extrêmement pragmatiques. Donc là, la valeur perçue, elle est très forte. Parce que c'est, dans notre quotidien, une performance qui améliore la mobilité, comme on l'a vu, mais qui améliore aussi tout un chacun. Et la communauté Truckfly est très forte. Ce sont des ambassadeurs qui sont fiers d'exprimer le fait qu'ils font partie de cette communauté-là et qui peuvent s'entraider. Et c'est un exemple de service et également d'échange de données. À ce moment-là, on est vraiment sur de la donnée comportementale et ça passe par un élan communautaire, dans ce cas-là.
Il faut une mise en valeur des usagers. Enfin, souvent, maintenant, dès que vous ouvrez un dispositif électronique, on vous demande si jamais vous n'auriez pas envie de partager vos données pour améliorer la marque. Alors, dans le fond, non, parce que moi, j'ai rien à y gagner. C'est vrai, c'est à la fin, qu'est-ce que j'y gagne? Ne serait-ce que de la reconnaissance, quoi. Un petit email sympa de la marque pour me dire à un moment, bah, merci, grâce à vous, ça. Alors moi, je le donne souvent, hein, juste pour voir. J'ai jamais reçu un email pour me dire merci, quoi. Même un merci, hein, parfois, c'est suffisant. Hein. Voilà à quoi ça a contribué. C'est dans le vide, j'envoie des statistiques d'usage, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Nathalie. Pour moi, le consentement, c'est vraiment, en vous écoutant, messieurs, et puis avec mon expérience, c'est comme un contrat. Il faut qu'en fait, pour avoir ce consentement, il faut que la personne en face y ait quelque chose à y gagner, qui a une valeur ajoutée. Donc, elle dit, bah, OK, je signe ce contrat. Et dans un autre domaine tout à fait différent, pour ce qui est de la RSE, le groupe, on a adhéré à un organisme qui permet de mutualiser les audits des entreprises en Asie, etc. Et donc là, pareil, au départ, on se dit, oulala, est-ce que j'accepte de partager mes données avec mes concurrents? Parce qu'en fait, c'est ça. Eh bien oui, parce qu'on a tous un intérêt commun. Donc à chaque fois, il faut penser intérêt commun ou valeur ajoutée pour soi. L'heure tourne, hein, il nous reste 7-8 minutes. C'est quoi pour vous, et on va faire du coup, pourra servir un petit peu de conclusion, c'est quoi les grandes tendances de l'exploitation de la data dans les années qui viennent? Est-ce que le contexte légal risque de se renforcer un petit peu, hein? Il y a des équivalents GDPR qui sont votés un petit peu partout. Il y a Privacy, bon, voilà. C'est un contexte qui est compliqué, mais ça crée, comme tu le disais, ou comme vous l'avez tous dit, en définitive, beaucoup d'opportunités. Comment vous voyez l'exploitation de la data dans les années qui viennent? Pour quel usage? Avec quelles peut-être contraintes et peut-être un ou deux quick wins par rapport à ça pour aider le public? Pour conclure, moi, deux choses qui sont des convictions, c'est qu'il faut faire très attention au moment où la technologie est plus forte que le besoin client. Ça arrive régulièrement, on est un peu dedans encore là, et à ce moment-là, on fait des choses pas bien. Pas bien qui peuvent être pas dans la légalité, pas bien parce que c'est pas client, pas bien parce que c'est pas commerçant. Et je pense que ça, il faut toujours avoir en tête, penser client. Mais on se retrouve très vite avec des moyens technologiques qui sont largement supérieurs aux besoins en termes de réponse. Et le deuxième point, qui est une conviction absolue sur la data, c'est qu'il faut rendre des choses humainement compréhensibles. Passer de je fais papier-crayon à je fais du machine learning, c'est une super mauvaise idée. D'ailleurs, parce que la majeure partie du temps, IA ou machine learning, c'est juste des stats et c'est juste des maths. Et qu'entre deux, il faut voir, il faut comprendre, il faut regarder la courbe, il faut chercher des interpolations à un moment humainement compréhensible. Parce que la magie du machine learning, c'est super, c'est incroyable. On l'a éprouvé, on l'a vu, on ne peut pas remettre ça en question. Mais entre les deux, il y a tout un monde qu'on n'a pas vécu, qu'on est en train de passer et auquel on a peut-être intérêt à revenir un tout petit peu pour acculturer tout le monde. C'est un retour au basique et à la réalité, quelque part. Enfin, aux maths, puis au fait qu'il y a une réalité derrière les choses. La data, c'est pas c'est pas que complètement immatériel. Ça réfère à quelque chose. Et il faut se réancrer dans cette référence. Super. Nathalie ou Johan? Alors, merci. Alors, pour moi, il y a trois tendances. Alors très différentes. Pour le coup, la première tendance, c'est une tendance de marché. La deuxième tendance, c'est une tendance tech. Et la troisième, c'est une tendance basée sur l'humain. La tendance de marché, de manière très forte, data mobility, marché de 500 milliards. Si on prend le marché de la donnée satellitaire, c'est 3 fois plus important. Ça vous donne l'idée de l'explosion des données satellitaires. Pendant très longtemps, le satellite avait un usage, c'était les opérations radio et télévisuelles. Maintenant, vous pouvez avoir des opérations satellitaires autour de la compliance. Un exemple tout bête, une société comme Dataleak, qui avec des images est capable de voir les fuites d'eau sur des réseaux de canalisation, est capable d'apporter à des grands acteurs comme Veolia une performance de 30% sur certaines zones pour économiser de l'énergie. Donc là, on est vraiment dans le tech for good à partir des données satellitaires, et ça, c'est très important. La partie technologique, on est un peu sur le passage du Web 2.0 au Web 3.0.
délocalisation des data. Les data étaient sur des plateformes, et là on se rend compte qu'avec les nouveaux éléments techno, les data vont être délocalisées. Et qu'est-ce qui se passe? On voit arriver des nouveaux business comme les NFT, où finalement la donnée reprend une valeur sur un objet qui devient une œuvre d'art. C'est pour ça qu'on parle des cartes à jouer, qui est unique, qui est non fongible. Hein. Donc c'est pas un bitcoin égal un bitcoin, c'est plutôt une œuvre d'art numérique peut avoir une valeur forte. Et ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que de cette relocalisation des données, donc parce qu'avant elles étaient centralisées sur des plateformes, ça va changer beaucoup de choses autour des customer journées, et ça va aussi redonner énormément de points forts à des pays qui souhaitent évoluer vers ces nouveaux business models où là on a tout à réinventer, l'art et tout un tas d'autres éléments. Et enfin le dernier point sur l'humain, et je sais que ça nous intéresse tous les deux, c'est très sincèrement, imaginez, il y a eu 4 milliards de levées de fonds en 2019 pour des startups, on en est à 11 milliards en 2021, ça a plus que doublé. Ces startups vont devoir embaucher des profils qui maîtrisent la data et le digital, vont devoir se battre avec des grands groupes comme le groupe Michelin pour aller attirer des talents. J'aime autant vous dire que chacun dans la salle, hein, vous avez des carrières incroyables, parce que si vous rentrez dans ces domaines-là sur des métiers que personne d'autre ne connaît pour l'instant, parce que c'est les métiers qui sont liés à la prise de décision. Et c'est clé d'aller là-dedans. Voilà, c'est mon message du jour. Moi, juste un dernier mot parce qu'ils ont tout dit. Je dirais juste qu'on ne crée jamais aussi bien que quand on est sous contrainte. Donc je pense que de grands jours sont devant nous sur la data, puisque avec toutes ces contraintes, eh bien, je pense qu'on sera encore plus créatif. Voilà, c'est tout. Très bien, c'est un beau message de fin. En définitive, hein, c'est clair que la disparition du cookie tiers, l'arrivée de RGPD, ça doit davantage être vécu en définitive comme une opportunité, quelque part aux marques de faire preuve de créativité, de faire preuve d'innovation pour convaincre quelque part leurs différents publics, leurs différents contacts de donner leur consentement et partir dans un cercle vertueux qui va permettre de collecter la data, qui va permettre d'enrichir encore l'expérience et d'aller plus loin dans l'interaction entre la marque et ses différents publics. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous pour les nombreuses questions qui sont arrivées. Ça n'a pas été évident. Merci et bon salon. Au revoir.